merci à tous ceux qui ont bravé la douche. Donc on était sur une salle pleine beaucoup de personnes, je pense, vont arriver au fur et à mesure. Nos 3 intervenants sont là. Les micros sont en cours de réglage et donc on peut commencer si ça vous va. Donc on est sur la 5e édition de la Journée mondiale des réfugiés. Ça veut dire déjà 5 ans que le collectif 20 juin Toulouse organise cette journée mondiale. C'est en décembre 2020 une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui a décrété cette journée du 20 juin comme la journée mondiale des réfugiés. Et donc depuis 2000, cette journée est célébrée partout dans le monde. Et à Toulouse, depuis 2017, au début grâce à l'initiative d'Amnesty International. Et donc 5 ans que nous vous accueillons sur nos déambulations assez incontournables du 20 juin, qui se veulent avant tout festives et symboliques. Et en toute simplicité, en convivialité, l'idée pour nous, c'est vraiment de défendre un accueil digne, chaleureux, bienveillant, pour toutes les personnes venues d'ailleurs. Comment dépasser des visions souvent négatives, souvent erronées, comment dépasser des préjugés pour aller à la rencontre de l'autre, pour favoriser cette rencontre et aussi démontrer que la diversité est une richesse. Et puis depuis 3 ans, donc, le collectif 20 juin a ajouté en fait des événements un peu satellites, en plus de cette déambulation. Des événements satellites qui viennent se greffer et qui vont plus mettre un éclairage sur les conditions d'accueil, sur différentes initiatives, sur les enrichissements de la rencontre. Et donc l'année dernière, en plein Covid, on avait annulé le programme que nous avions préparé et on a fait 1 mois sur Facebook, le mois du réfugié, avec des temps donc tous les jours à 17h pendant 1 mois. Il y avait un rendez-vous pour partager différents points de vue, différentes initiatives. Donc on avait réussi à maintenir quelque chose l'année dernière. Cette année, on a recommencé une campagne sur nos comptes Facebook et Twitter. Donc une campagne un peu plus courte. On a commencé lundi pour 1 semaine. Et donc pareil, tous les jours à 17h, vous avez des quiz, des podcasts, des conférences, des TEDx, avec le fil conducteur des 70 ans de la Convention de Genève. Et puis, voilà, donc le collectif 20 juin, c'est un regroupement d'une 20aine d'associations toulousaines. On s'est regroupé en 2017 et regroupement d'associations qui s'occupent de l'intégration, de l'accompagnement, de l'accueil, de la prise en compte des personnes venues d'ailleurs. Et chacune des associations a son projet, ses missions, ses orientations. Mais le socle commun à tous, c'est vraiment cet accueil digne, chaleureux et vraiment cet accueil bienveillant. C'est vraiment ce qui nous rassemble. Et alors, vous m'autorisez à prendre quelques minutes pour les citer quand même. En plus, beaucoup sont dans la salle. Donc, le collectif, c'est Amnesty International, l'Association des cités du Secours catholique, le Cercle des voisins, la CIMAD, la Cloche, les États généraux des migrations, la Fédération des conseils des parents d'élèves, Forum réfugiés, la Ligue des droits de l'homme, Médecins du monde, Passe en toi, le réseau étudiant toulousain en soutien aux exilés et réfugiés, le réseau Éducation sans frontières, Saveurs d'exil, le Secours catholique, Singa, SOS Méditerranée et Sportis. Et le CCFD Terre Solidaire, 31. Oh, Anne-Marie, désolée. Pourquoi vous n'êtes pas? On n'est pas au bas de l'affiche, c'est pour ça que je... Et c'est ça, en fait. Donc là, on a fait vraiment un ampère. Hein. Le CCFD Terre Solidaire 31 est là. Exactement. Alors là, oui, on est un peu confus de vous avoir oublié. Ça veut dire qu'on vous a oublié sur l'affiche, en fait. Oups. Vous êtes, en plus, vous nous avez rejoints il n'y a pas si longtemps, mais du coup, c'est pas très bien pour l'accueil des nouveaux arrivants, quoi. Ça, c'est pas terrible. Désolée. Donc cette année, on a souhaité organiser cette table ronde sur les violences de la procédure d'asile et son incidence sur les droits humains.
Donc dans l'esprit toujours du collectif 20 juin, en fait on va apporter un éclairage à la fois administratif et juridique, et en même temps les répercussions en termes humains, et de pouvoir avoir ce double éclairage. Parce qu'effectivement, la procédure d'asile, c'est un parcours. C'est un parcours balisé, avec un certain nombre de choses dans la procédure, mais aussi en termes de soins, le parcours de soins, le parcours pour le logement, le parcours pour l'éducation. Et quant à ces logiques de parcours, vous venez ajouter la complexité de la procédure d'asile, la lourdeur administrative, les délais de réponse, la difficulté à faire reconnaître ou accéder à ses droits, mais aussi le déracinement, l'éloignement de sa famille, de ses amis, mais aussi les différences culturelles, les différences de langue, et puis aussi le rejet d'une partie de la population dans l'endroit où vous arrivez, etc., etc., etc. Et vous obtenez des situations d'une violence inouïe. Et c'est donc ce soir 3 intervenants pour nous en parler, pour nous amener en fait à un éclairage sur ces situations. Donc Julien Brel, donc inscrit au barreau de Toulouse, un des quelques avocats spécialisés en droit des étrangers. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas si nombreux à être spécialisés quand même. Non, tu n'es pas tout seul, mais vous n'êtes pas si nombreux. Et donc sans doute que beaucoup d'entre vous, vous le travaillez. Tu travailles avec beaucoup d'associations qui sont sans doute sont partie présentes dans la salle. Sylvia Lochek, bonjour, qui du coup est psychologue à la PAS. La PAS, donc, c'est la permanence d'accueil aux soins de santé. À la PAS Psy, voilà, j'allais venir sur la spécificité, la PAS Psy Toulouse. Et donc, tu accompagnes les personnes en situation d'exclusion, de précarité et aussi les personnes migrantes. Tout à fait. Et Thomas Coudrette, membre et porteur du C10, entre autres. Le C10, c'est le collectif d'entraide et d'innovation sociale. Et vous intervenez pour réquisitionner des bâtiments publics, administratifs, des bureaux, pour y loger des familles et les mettre à l'abri. Entre autres. Donc ce soir, on va parler de la procédure d'asile, effectivement, tous ces aspects juridiques, mais sans oublier que derrière ces aspects juridiques, il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, et qui chacun ont leur propre parcours, avec leurs souffrances, leurs traumas, les choses douloureuses, les réalités humaines. C'est ce qu'on va voir ce soir. Merci Emma. Donc du coup, pour cette table ronde, nous avons choisi de nous intéresser, donc, comme le disait à l'instant Emmanuel, aux violences engendrées par cette procédure d'asile ainsi qu'à son impact sur les droits fondamentaux des personnes exilées. Ces personnes qui en quête de protection, viennent solliciter l'asile en France. Chacune dans son domaine, les associations du collectif 20 juin ont pu noter l'impact néfaste que cette procédure pouvait avoir sur la santé mentale des personnes que nous accompagnons. Ainsi, afin d'introduire cette thématique, je voulais vous proposer une courte citation qui est extraite de l'ouvrage « L'Empire du traumatisme » de Didier Fassin et Richard Reichmann. Donc, au cours du dernier quart de siècle, l'asile politique a progressivement perdu la signification de protection que la Convention de Genève de 1951, donc, dont nous célébrons cette année les 70 ans, avait consacré dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Dans la tension qui fonde anthropologiquement l'asile, entre hospitalité et hostilité, entre générosité et suspicion, c'est la seconde dimension qui l'a emporté. De malheureux éprouvés par les désordres du monde qu'ils étaient, les réfugiés sont devenus suspects de tricherie et d'abus. En effet, un temps épargné par les évolutions restrictives et répressives du contrôle des flux transnationaux, la politique d'asile s'est retrouvée rabattue sur les enjeux à la fois économiques et idéologiques des politiques d'immigration. Il a alors fallu faire du demandeur d'asile un faussaire en puissance, sommé, s'il voulait faire partie de la minorité heureuse des réfugiés statutaires, de faire la preuve qu'il méritait bien la protection qu'il réclamait. Ainsi, dès le milieu des années 1980, la chasse à ce qu'on a appelé les faux réfugiés s'est imposée comme le leitmotiv d'un discours public qui visait à justifier la sévérité croissante des jugements, des décisions qui étaient rendues par les autorités de l'asile en France.
un cercle vicieux s'est installé. Un cercle vicieux qui auto-alimente le mythe qui est très opportunément et très fréquemment invoqué par la classe politique d'un détournement de l'asile et qui justifie le cadrage sécuritaire de cette question, ainsi que l'adoption de nouvelles mesures qui sont toujours plus répressives et punitives. Dans le même temps, et au fil des multiples réformes qui se sont succédées en matière de droit d'asile et des étrangers, les atteintes aux droits fondamentaux et à la dignité des personnes qui, en quête de protection se sont multipliées, de telle sorte que les personnes qui sollicitent aujourd'hui la protection de la France se trouvent plongées dans une précarité inouïe, qui est à la fois une précarité qui est juridique et administrative, du fait de leur statut de demandeur d'asile, mais également matérielle. Nous aurons l'occasion de revenir sur toutes ces questions au cours de cette table ronde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, et afin que cette table ronde puisse rester accessible pour toutes et tous, nous vous proposons que l'on revienne brièvement sur les grandes étapes de la procédure de demande d'asile en France, ainsi que sur les différentes définitions des différents types de protection qui existent. Donc pour cela, je vais céder la parole à Julien Brel. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité. Alors oui, pour commencer, donc quelques définitions et grandes étapes de la procédure de demande d'asile, excusez-moi. Alors déjà, un réfugié, c'est un terme qui se définit, en fait. On a tendance à souvent parler des réfugiés de manière un peu inconsidérée. Un réfugié, au sens de la Convention de Genève, c'est une personne qui craint avec raison d'être persécuté dans son pays en raison de ses opinions politiques, de sa religion, de ses origines ethniques ou de son appartenance à un groupe social. Voilà, appartenance à un groupe social, c'est des personnes qui encourent des persécutions en raison de leur orientation sexuelle, en raison de risques d'excision, en raison de leur appartenance à un réseau de traite des êtres humains. Voilà, c'est toutes les personnes qui encourent des persécutions dans leur pays et qui ne rentrent pas dans les autres critères de la Convention de Genève. On va essayer de les faire rentrer dans le terrain du groupe social. Il y a d'autres personnes qui peuvent obtenir une protection sans qu'on les appelle nécessairement des réfugiés. C'est des personnes qui ne vont pas relever de la Convention de Genève, mais qui vont relever de ce qu'on appelle la protection subsidiaire. La protection subsidiaire, elle existe en France depuis une vingtaine d'années environ. Elle est accordée à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour être réfugiée, mais qui pour autant présente des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes suivantes. Donc la peine de mort ou une exécution, la torture ou des traitements inhumains et dégradants, ou alors en raison d'une violence qui peut s'étendre sans considération de leur situation personnelle résultant d'un conflit armé. Donc voilà, donc quand on parle de réfugiés, en fait, on parle de deux choses différentes. De ceux qui relèvent de la Convention de Genève de 1951 et les protégés subsidiairement. On oublie souvent une troisième catégorie, qui sont des réfugiés qui ne relèvent pas de la Convention de Genève ni de la protection subsidiaire, mais qui relèvent de l'asile constitutionnel. Voilà, parce que dans notre Constitution, en tout cas dans le préambule de 46, c'est l'article 4 qui impose et qui oblige les autorités françaises à protéger toute personne qui encourt des risques dans son pays en raison de son action en faveur de la liberté. Voilà, donc on en parle peu parce qu'en fait c'est 2 statuts par an, probablement, au niveau de l'OFPRA ou de la Cour nationale du droit d'asile, mais bon, quand même, ça a une certaine dimension plutôt chouette, plutôt classe même. Action en faveur de la liberté, quand on est protégé pour ça, quand même, ça fait quelques belles petites étoiles quand même. Voilà, donc les définitions, ce sont celles-là. Après, alors la procédure, à grands traits, vous l'avez dit en introduction, c'est assez cadré en fait. Une personne qui veut demander une protection en France, elle doit se présenter auprès d'une plateforme d'accueil de demandeurs d'asile. À Toulouse, elle est gérée par Forum Réfugiés, qui va lui prendre un rendez-vous pour aller à la préfecture. À la préfecture, on va prendre ses empreintes et si elle est admise, je pense qu'on reviendra dans le cours de la discussion sur toutes les personnes en procédure Dublin, mais bon, on va partir du principe que cette personne est admise à solliciter l'asile. On va lui remettre un dossier qu'elle devra envoyer auprès des services de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui va examiner le dossier,
L'OFPRA dépend du ministère de l'Intérieur. Voilà. Il y a quelques années encore, il dépendait du ministère des Affaires étrangères. Bon, voilà. Au moins, on a voulu clarifier les choses en disant que l'asile, ça relevait de la police des étrangers. Ça va mieux en le disant, hein, au moins les choses sont beaucoup plus claires. Donc l'OFPRA va examiner la situation des demandeurs, va le convoquer à un entretien et une fois l'entretien mené, prendra une décision. Si elle est positive, tant mieux. Si elle est négative, la personne aura 1 mois pour présenter un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. La Cour nationale du droit d'asile, il faut l'appeler, c'est une juridiction, donc on va l'appeler juridiction, un peu particulière. C'est la plus grande juridiction de France, en ce sens que c'est celle qui rend le plus de décisions en France. Donc voilà, avec des magistrats indépendants qui sont totalement imperméables aux pressions politiques. Vraiment, soyez rassurés sur ce point-là, hein, il faut leur faire confiance, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc la procédure est plutôt bien cadrée en fait. Voilà quoi. Donc vous avez la définition, vous avez la procédure. Bon, la réalité de la demande d'asile, et je pense que c'est de ça dont on va parler pour de vrai en fait, c'est que déjà, il faut arriver en France. Voilà. Donc déjà, faut avoir survécu à une traversée de la Méditerranée. Faut avoir passé le col de l'Échelle, la vallée de la Roya, tous ces endroits. Faut avoir traversé ces charmants pays que sont la Hongrie, que sont la Pologne, la Roumanie. Enfin voilà. Donc déjà, il faut arriver. Il faut arriver en France. Ensuite, il faut être admis à pouvoir présenter une demande d'asile et être soumis à des conditions particulièrement indignes d'attente. Ça, maintenant, c'est un secret pour personne, hein. Vous regardez les images de la porte de la Chapelle, la situation dans le Calaisis, à Grand-Sainte. Enfin bon, voilà, c'est ça aussi, la demande d'asile et le parcours du combattant, du demandeur d'asile. Être demandeur d'asile, la procédure, c'est aussi se battre tous les jours, en fait. Quand on est hébergé, même quand on est hébergé dans le dispositif national d'accueil, c'est se battre tous les jours. Pour survivre. Quand on n'est pas hébergé dans le dispositif national d'accueil, c'est encore plus la survie. Hein, donc c'est aller survivre, essayer de trouver des solutions, aller dans des squats, je pense que Thomas en parlera tout à l'heure, c'est survivre, c'est se faire expulser de squat. Là, vous avez dû entendre hier qu'il y a eu une expulsion d'un très gros squat. Je pense que tu reviendras dessus, Thomas, pour nous faire un petit point là-dessus. Donc voilà, c'est ça la réalité des demandeurs d'asile. Et même les demandeurs d'asile qui sont admis dans le dispositif national d'accueil, donc qui ont l'allocation pour demandeurs d'asile, qui ont un toit sur la tête, c'est aussi une forme de violence à leur encontre, puisque les autorités peuvent lui dire très bien, tu voulais aller en Angleterre, on t'a empêché de traverser à Calais, on t'a maintenu dans la jungle pendant des semaines, dans des conditions indignes, on t'a dit de monter dans un bus, tu t'es exécuté, on t'a envoyé au fin fond de la Haute-Garonne, à Bagnères-de-Luchon, où on t'a laissé dans une situation pas possible, en procédure Dublin. Et puis à un jour, on t'a dit, va dans un hôtel miteux à Toulouse, parce que la préfecture a besoin de t'avoir sous la main. On t'a laissé dans une situation extrêmement précaire. Au bout d'un moment, la préfecture a dit, d'accord, j'arrête Dublin, je te permets de faire ta demande d'asile. Ah, mais il n'y a plus de place à Toulouse, donc du coup, je vais t'envoyer à Marseille. Parce que voilà, à Marseille, il y a une place de libre. Donc c'est aussi ça, y compris quand on donne les conditions matérielles d'accueil, c'est être sujet vraiment à l'arbitraire de l'administration. Donc voilà, le schéma que je vous ai posé au début de définition de la procédure, n'importe qui peut vous le présenter. L'OFPRA pourrait venir vous le présenter sans aucune difficulté. La préfecture même, vous auriez pu demander à une personne de la préfecture de vous présenter tout ça. La réalité, c'est celle qu'on va discuter. Je pense, ce soir, c'est celle que je vous ai exposée. Merci. Donc du coup, maintenant, je vous propose que l'on poursuive cette discussion en s'intéressant aux violences psychologiques qui sont inhérentes à la demande d'asile et à son impact donc sur la santé mentale des personnes exilées. Parce que demander l'asile, donc, c'est traverser tout ce parcours que Julien vient de décrire. Mais c'est aussi, une fois que l'on récupère un dossier à transmettre à l'OFPRA, c'est aussi élaborer un récit d'asile, élaborer son récit, revenir sur des événements qui sont traumatisants, etc. Réussir à libérer sa parole pour pouvoir parler de ces événements. C'est aussi faire face aux soupçons des officiers de protection lors de l'entretien à l'OFPRA et des juges
à la Cour nationale du droit d'asile, avec des soupçons qui peuvent porter autant sur l'identité de la personne, souvent sur sa nationalité, qui peut porter sur la véracité du récit de persécution que la personne déclare avoir subi, des documents que la personne va présenter, ou encore sur la réalité de ces dangers en cas de retour, de ces risques en cas de retour. C'est aussi attendre une décision, ensuite, avec tous ces éléments qui s'inscrivent dans une forme de grande loterie de l'asile, qui est parfois donc profondément injuste, etc., pour les personnes qui le traversent. Donc je vous cède la parole, Sylvia, si vous voulez revenir. Oui, vous m'entendez bien là, comme ça? Ok. Donc je tiens quand même à dire que mon intervention ici, ça n'a été pas prévu. Je l'ai su du coup avant-hier. Du coup, je remplace, je crois, un psychiatre qui devait venir, qui vient de Tarbes. Et du coup, je vous demande de m'excuser que je n'ai strictement rien préparé. Hein. Donc, j'arrive comme ça, les pieds mouillés, et avec un petit bout de papier quand même. Si vous avez des questions en particulier, j'aurai du quoi pour répondre. Mais ça fait quand même 20 ans d'expérience de travail. Parce que j'explique vite fait d'où je viens, hein, parce que la passe générale, elle existe depuis 2001 dans les lois contre l'exclusion. Et la passe psy, donc du coup j'étais à la passe, la psychologue de la passe, et 2010, les passes psy se sont ouverts au niveau national et du coup sont maintenant indépendants de la passe générale. Voilà, donc ça c'est juste administrativement bon à savoir. On se gère, du coup, j'explique vite notre dispositif, c'est peut-être intéressant pour vous, parce que je crois, sans qu'on s'ait déjà vu, mais peut-être eu au téléphone, ce serait pas mal que vous savez un peu comment ça fonctionne. J'ai combien de temps en fait? 20 minutes à partager avec vous. Il a pris combien de temps? Enfin, je veux dire, vous me dites. Oui. Bon, ok. Allez, du coup, on est normalement 3 psychologues à mi-temps depuis 2010-2011. À mi-temps, même pas tout à fait à mi-temps, donc ça fait 1,5 pour vraiment énormément de demandes. Depuis 1 an et demi, on n'est que 2, parce qu'il y a une collègue qui est absente. Du coup, je peux vous dire, on est sollicité et on peut... Presque, j'ai honte de le dire, on ne fait pas tout à fait ce bon travail qu'on pourrait faire. La demande est vraiment très importante. Je suis à mi-temps sur cette passe psy. J'ai un autre mi-temps dans le même hôpital qui est juste à côté, l'hôpital Agrave, dans le centre de santé sexuelle, le CIDIS, où on fait des tests. Et là aussi, on accueille également un public qui est presque le même qu'on accueille à la passe psy. Pas que, hein, mais il y a des associations comme Griselidis qui travaillent, il y a Griselidis, INIPS, ACT UP, tout ça. On travaille beaucoup avec les associations, on travaille énormément aussi avec, je pense avec vous, hein, je ne suis pas sûre, mais avec des foyers, des CADA, on est sollicité beaucoup par les structures pour recevoir des personnes. Bon, je crois que c'est bon hein, pour la présentation. Hein. Pour que je rentre un peu plus dans la question qui nous intéresse ici, je suis super contente. J'ai fait très attention quand vous avez présenté, vous tous, vous parlez vraiment des sujets. Hein, des sujets. Souvent, on demande qu'est-ce que tu peux dire sur la santé mentale des migrants. J'ai un peu du mal avec ça parce que je travaille, pour vous dire la vérité, je ne travaille ni avec des migrants, ni avec des réfugiés. Je travaille avec Mamadou, je travaille avec Elena, Gladys, Fatoumata. Je ne travaille pas avec des migrants, ça me gêne. Et là aussi, c'est difficile de vous parler de l'impact de la procédure d'asile
sur les migrants ou les réfugiés, sur les personnes, parce que ma personne en face, c'est une personne unique, et cette personne, elle a un parcours unique, avec un vécu unique, qui a traversé, certes, là un peu, mais on tombe très vite dans les clichés, très vite, même nous, tout le temps, les Géorgiens, machin, là. Non, c'est bon, il faut vraiment faire très attention, il y a une personne devant vous, et c'est quand vous travaillez, c'est même si vous voyez 10 personnes par jour, c'est la personne devant vous, c'est là, vous oubliez le reste et vous êtes avec la personne et vous essayez de comprendre ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, comme je ne peux pas dire en général ce qui se passe, je peux déjà vous dire qu'une intervention ou une phrase que je dis lors d'un entretien à une personne peut avoir du sens, et si cette même phrase ou cette même intervention auprès d'une autre personne peut être la maltraitance. Donc, pourquoi maltraitance? Peut-être là, c'est important de savoir que le travail qu'on fait avec les différentes personnes qui viennent nous voir, il est quand même pas tout à fait le travail... le monsieur, il dort. Excusez-moi, mais j'observe, je vous regarde. Comme je le fais avec mes... non, mais je le fais avec mes patients. Regardez, je suis dans une interaction avec la personne, je regarde la personne, et il faut que ça fasse sens. Donc, si vous voulez... un psychologue en libéral, confortable, dans son cabinet, en ville, qui reçoit du public, mais il a une autre manière de travailler, parce qu'il peut rester vraiment sur la technique assez classique, mais nous, on est confrontés à des personnes qui viennent du plus profond d'Angola, du Guinée, comment s'appelle la forêt, bon, on s'en fiche. Donc, oui, bon, enfin, ou Afghanistan, un tout petit village, oui, qui ne sont pas dans cette approche. Bonjour, je vous écoute, ça ne marche pas. Donc, on travaille en s'adaptant à la personne, à son contexte culturel, en s'adaptant à sa langue, parce que la plupart des temps, on va dire, si vous voulez des chiffres, j'ai des chiffres en tête, je peux vous dire des chiffres, on a plus que 60% des personnes ne parlent pas français. Je crois que c'est même un peu plus dans les consultations, mais comment on fait? Mais on parle d'autres langues, nous déjà. Donc, moi, je suis allemande, c'est pour ça que j'ai cet accent. Je suis désolée, je suis migrante aussi, mais dans un autre contexte. Mais là, on s'adapte. On parle en anglais, peu importe l'anglais, peu importe mon niveau, peu importe le niveau de la personne. On fait appel aux interprètes. Avec l'hôpital travaille de langues disponibles pour accueillir des patients. On a fait ce choix-là. On n'a pas de... Dans la PASEPSI, il n'y a pas de travailleur social, il n'y a pas de secrétariat, il n'y a pas d'accueil, mais on a un budget d'interprétariat et on y tient. Et bon, maintenant, ça c'est un peu la manière comment on travaille. C'est-à-dire la différence à un psychologue clinique classique en cabinet, je vais parfois prendre le téléphone. Ça m'arrive que j'appelle cabinet dialectique. Ça arrive que j'appelle ensemble avec le patient, le travailleur social, parce qu'il souhaite le faire. Ça, c'est quelque chose, ça peut être maltraitant dans certains contextes, parce qu'on ne peut pas faire à la place de la personne. Mais il y a certaines personnes qui sont tellement mal et tellement plus là, qui sont plus capables et qui sont tellement mal reçus partout où ils vont. C'est le premier, la première règle, c'est un accueil chaleureux. Et ça a été tout à l'heure dit. Et ça,
Voilà, c'est le début d'une relation thérapeutique. C'est l'accueil, c'est un accusé de réception et d'écouter qu'est-ce qui se passe. Donc là, on va partir sur la demande d'asile. Ce n'est pas toutes les personnes qui viennent, ce n'est pas des gens qui font une demande d'asile. Il y a aussi des personnes qui viennent, qui ont fait la demande d'asile, qui sont déboutés. Hein, donc, ou ceux qui sont au bout de toute démarche qu'ils peuvent faire et qui sont totalement désespérés. Il n'y a plus d'issue. Ce que j'aimerais bien dire aussi, c'est que les personnes ne sont pas forcément en demande d'un entretien psychologique. Il y a des personnes qui sont carrément juste envoyées par le docteur qui est dépassé de leur état. On a beaucoup de personnes, je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là, parce que bon, je ne peux pas raconter tout un tas d'histoires, j'aimerais bien, mais ici, ce livre, si ça vous intéresse, c'est Élise Prest, La vie psychique des réfugiés. Là, c'est vraiment une source à comprendre en quoi consiste notre travail auprès des personnes qui ont un parcours de migration ou qui demandent d'asile. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Bon, ok. Donc, j'étais à là, comment ils arrivent chez nous, les patients. Malheureusement, ils sont envoyés très souvent par leur avocat, par leur docteur, par une assistante sociale qui elle-même ne supporte pas la souffrance de la personne et qui veut faire du bien et qui dit, écoutez, vous allez à la PASEPSY, ça va le faire, en gros. Donc, la personne, quand elle arrive avec un petit bout de papier, il faut que je vous voie, c'est mon docteur qui a dit, ça marche très bien, hein, mais je fais un peu l'ironie, hein, mais mon docteur a dit que je viens, je suis là. J'ai dit, ok, racontez-moi un peu. Ben, si c'est un Africain, il va dire, je dis, mais comment vous vous sentez? Il va me dire un peu bien. Ok, vous avez déjà entendu, hein. Les russophones, c'est plutôt normal. Ok. Bon, en général, on a beaucoup du mal à bien comprendre la demande. Quand c'est comme ça, hein, ça va à l'extrême, hein, c'est pas tous les jours, hein, mais à l'extrême, c'est mais je suis mal, mon docteur, il n'a rien trouvé, il a dit que je dois vous voir et que ça ira mieux. Ok, donc ça c'est un peu l'ironie, mais ça arrive. Hein. J'en ai eu plusieurs comme ça, et puis qui attendent de moi, qui me le disent, mais c'est à vous de trouver comment je peux aller mieux. Ok, donc ça c'est un travail qui est un peu autre, comme si vous avez des personnes en ville qui vont s'adresser par leur propre demande à un psychologue. Là, on a des demandes aussi stratégiques. Hein, c'est-à-dire le certificat de la psychologue fera toujours la différence dans la demande d'asile. Et ils y croient dur comme du fer, et ça arrive, ils vous ont vu 2 fois, ils arrivent 3e fois, ou même ils vous ont vu jamais. Ils arrivent, écoutez, mon avocat a dit, il me faut le papier. Ils nous claquent le paquet de chocolat sur la table et disent, vous me le faites. Hein, et s'il vous plaît, vous mettez ça, là-dedans. Bon, je suis dans le soin. Et je ne suis pas l'accompagnatrice première pour accompagner la demande d'asile. Ça se complique surtout quand c'est une histoire qui n'est pas vraiment la sienne, que c'est une histoire qui a été plus ou moins achetée avec un kit de chez le passeur, je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est ni de juger. Mon travail, c'est aider la personne d'être soi-même et de trouver son chemin. Donc ça, c'est très individuel et je ne peux pas vous donner des règles ni je peux vous raconter juste des cas
isolées, hein, des histoires de chaque sujet. J'en ai plein, ça c'est sûr. Mais après, j'ai l'impression, ça je ne sais pas si Julien il va me le confirmer, moi j'avais aussi l'impression que dans les histoires parfois qui sont achetées, hein, qu'il y avait un peu des vagues, comme ça m'est arrivé que j'avais une semaine des personnes qui curieusement avaient un contexte d'homosexualité et où je ne savais pas quoi faire parce que la personne partait en couple, heureux. Vous voyez, il y a des choses qui sont difficiles. Mais mon travail, ce n'est pas ça. C'est ni de juger, c'est surtout la souffrance. Même quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous raconte, il y a des gens qui disent, écoutez, l'histoire que je présente à l'OFPRA, ce n'est pas vrai. Mais quand même, j'ai vécu des choses très dures. J'ai dit, racontez votre histoire. Et avec son histoire-là, je travaille. Et la souffrance, elle y est, bien sûr, pratiquement chez toute personne qui vient nous voir. Sinon, ils ne viennent pas voir un psychologue juste comme ça. Même si c'est que pour le certificat, il y a une souffrance. Maintenant, il y a 2 étapes qui sont très, très difficiles. Je dirais, étape OFPRA. Donc, on va quand même, par le principe, la plupart des personnes racontent des histoires, leurs histoires qui sont dures, où ils ont, oui, comme il a dit Julien, l'étape Libye, hein, c'est pas que la raison pour laquelle ils partent. Il y a des traumatismes du départ, il y a le parcours de la migration. Quand ça passe par Libye, ça veut dire souvent des mois et des mois d'esclavage, de violence physique, prison et tout ce que vous voulez. Des abus sexuels sur le parcours, la traversée sur la Méditerranée, donc je vais vous faire la classique par là. Après, oui, après, on a aujourd'hui aussi beaucoup qui ont quelque part atterri dans un autre pays. Bon, pour moi, je vois beaucoup de personnes qui viennent de l'Allemagne, qui ont été bien intégrées en Allemagne, qui ont appris la langue, qui ont travaillé en Allemagne, et qui, à un moment donné, sont déboutés et qui partent et qui arrivent en France, donc qui parlent parfaitement allemand, qui ont souvent un super niveau, et puis qui se retrouvent ici, dans la rue. Bon, après, il y a d'autres pays, hein, Suède, nouvellement, c'est Danemark aussi, je crois, c'est pas mal, Finlande. Donc, c'est des personnes qui ont souvent des parcours, pas de mois, mais parfois des années derrière, avec justement cette perte de lien familial, avec des souffrances d'isolement, avec la perte de la culture. Et puis, ils arrivent ici, encore une fois, ils ne comprennent rien parce qu'ils ne parlent pas le français. Donc là... Bon, vous voyez, j'arrive dans les généralités, or je ne veux pas, hein, je veux pas. Mais la complexité, c'est pratiquement, elle est présente dans chaque situation. Bon, étape numéro 1, c'est l'OFPRA. En général, le rejet d'OFPRA, c'est violent. Bon, je les prépare, hein. Donc... l'étape numéro 2, c'est CNDA. Et là, c'est un grand stress qui dure, parce que parfois, ça dure des mois et des mois avant d'être convoqué. Il faut préparer. Difficulté numéro... ce qui on va dire, complique l'histoire, c'est vous avez souvent des personnes avec un avocat à Paris qui est souvent pas disponible, pour lequel on ne peut pas avoir un interprète parce que si encore il y a de la chance qu'il y a un CADA qui organise un interprète pour un entretien ou 2 entretiens pour préparer l'audience à la CNDA, c'est encore heureux. Mais je vois aussi des personnes qui sont donc stressées. Vous voyez, le stress, il est multiple, hein, avec la réalité sur le sol français, que vous avez déjà noté, hein,
Comment vous voulez préparer quelque chose si vous habitez à nulle part, hein, si vous êtes dans un squat qui prend feu, quand vous avez tout brûlé, pour redire juste que chaque situation a ses propres souffrances et à nous d'écouter ces souffrances-là et encore être content si la personne peut parler. Parce qu'on arrive parfois à recevoir des personnes qui n'ont plus rien à dire ou qui viennent dans l'espoir de trouver de l'aide, mais qui ne veulent surtout pas raconter ce qu'ils ont vécu parce qu'ils en ont marre, ils n'en peuvent plus. Donc ça m'est arrivé plein de fois que la dame, elle arrive, une dame qui a eu des viols multiples, enfin, un parcours atroce, elle va me dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne veux pas vous parler. Mais j'ai dit, c'est pas grave, vous ne parlez pas. Ou on parle d'autre chose. Mais ça se comprend. Il faut tout le temps. Moi c'est le soin pour que la personne retrouve une vie vivable. Mais l'OFPRA arrive, pam. Il faut reparler de l'histoire. C'est un DA derrière. Et si ils entament, c'est le pire d'ailleurs, si tout est débouté, et ils partent sur la voie du étranger malade, et bien là, qu'est-ce que je fais? Mon patient, que moi je veux en bonne santé, du coup, il va me dire, mais madame, je suis malade, tout heureux. Mais j'ai dit, mais bravo, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous voyez la complexité de ce travail-là, d'accompagner bien une personne pour en aller mieux avec cette OFPRA, toutes ces démarches qui chaque fois exigent qu'on réactive des traumatismes et qu'on ne peut pas vraiment les travailler. Et ça ne veut pas dire non plus qu'une fois que la personne obtient des papiers, que tout va bien. Hein. Parce que tenu dans ce stress, vous le connaissez, vous travaillez, vous arrivez aux vacances et vous êtes déçu que vous ne pouvez pas vous détendre. Eux, c'est souvent, ils sont stressés, tenus dans un stress pour le jour J de l'audience. Après arrivent les papiers, eh ben, ils sont contents sur le moment peut-être, mais après il y a tout ce qui a été mis de côté pendant ce temps-là qui arrive. Donc ça ne s'arrête pas là. Et j'ai une dernière chose à dire, merci, je parle trop. Hein. Sylvia, peut-être justement, en fait c'est peut-être la bonne transition que tu nous fais être à l'écoute de ces souffrances, etc. Et après aussi, il y a toute la question de l'accès aux droits pour vivre dignement. Et donc il y a effectivement tout l'accompagnement et le soin psychologique et aussi les autres droits. Et peut-être on peut évoluer sur la question du logement, notamment peut-être pour avancer. Merci Sylvia. Ça marche. Ouais. Bonsoir. Écoutez, moi, je suis désolé, je n'ai pas beaucoup préparé non plus l'intervention, mais pour d'autres raisons. J'étais au courant que je viendrais, mais les derniers jours ont été difficiles. Justement, on parle de violence. Je vais vous raconter, ne serait-ce que hier soir, très concrètement. Après, je prendrai un peu de recul, mais comme ça, je vais partager quand même la situation actuelle. Hier, la préfecture a évacué un squat à Blagnac où il y avait à peu près 150 personnes. Il n'y a eu aucune évaluation sociale, il n'y a eu aucun lien avec les personnes qui interviennent justement sur les enjeux sanitaires, donc Médecins du Monde, la plateforme Santé Précarité. Personne n'a été prévenu, la métropole n'a pas été prévenue, le 115 n'a pas été prévenu. C'est-à-dire que c'est toujours de pire en pire. Voilà, moi ça fait au moins 10 ans que je suis sur ces sujets-là, et en fait c'est de pire en pire. Et donc hier, ils ont expulsé, alors l'huissier et ces personnes... Bon, il y a eu 60 personnes à peu près qui ont été emmenées dans les bus. On n'a aucune visibilité sur qui était dans le chapiteau où ils ont été accueillis, c'est un bien grand mot. Il y a eu des évaluations donc administratives. Hein. La préfecture n'a pas l'air de comprendre la différence entre juste regarder la situation administrative et comprendre la situation humaine, sanitaire et globalement sociale. On ne sait pas. Sur ces 60 personnes, avant on savait... on avait les chiffres le soir, il y avait quand même un communiqué de presse. Là, on ne sait même pas. Mais quand je dis on ne sait pas, c'est aucune association. Personne ne sait. On sait juste qu'il y a des 14 nuitées hôtelières qui ont été données. Mais voilà.
Après, il y a des demandeurs d'asile en cours de procédure. On sait qu'il y en a qui ont eu 2 nuits d'hôtel. Donc, à quoi ça rime? Je ne sais pas. On a déjà eu des gens aussi qui avaient le statut de réfugié qui n'avaient rien. Donc, et on ne sait pas, alors que pourtant, on a eu une réunion de 2 heures ce matin à la préfecture. Alors, sur la question de l'hébergement en général, on a essayé de savoir plus sur l'hébergement, mais il y avait tellement de sujets, vu qu'il y a tellement peu de travail partenarial, qu'en fait, on n'a même pas pu vraiment aborder ces questions-là. Donc, en fait, on ne sait toujours pas. Donc, c'est quand même scandaleux. Et parmi les personnes qui étaient évacuées hier, sur la question du logement, donc, on ne sait pas où sont partis 60 et quelques. Par contre, on a été contacté en fin de journée par 50, 60 personnes qui se cachaient dans les fourrés à 800 mètres du squat. Donc, pour vous dire, vers Saint-Martin-du-Touche, je peux vous dire où ils étaient, qui avaient soif, qui avaient faim, qui ne savaient pas où aller. Donc, on a été les voir. Donc, la police est arrivée un peu avant nous, parce que vu qu'ils avaient soif, ils ont essayé de négocier de l'eau dans un café. Ils se sont fait repérer, donc la police est arrivée, à disperser tout le monde en utilisant des chiens qu'ils ont bien fait aboyer, parce qu'ils savent que ça fait bien peur à beaucoup de personnes migrantes. Et donc les gens se sont dispersés, nous on est arrivé avec de la nourriture et de l'eau, on est tombé sur des gens qui avaient vraiment très faim et très soif. Ça fait des années qu'on distribue de la nourriture, mais là hier les gens ils étaient vraiment très très mal, dans une forme d'état de choc, ils ne savaient pas où aller. Il y en avait avec des enfants qui étaient dans une sorte de bois, mais alors tellement petits qu'ils n'allaient pas y rester longtemps, et ils avaient peur des chiens et de la police qui allaient revenir, et ils demandaient ce qu'ils pouvaient faire. Donc voilà, ce qui fait que ça a fini tard, donc pour ça que aujourd'hui, la journée est longue, mais on a fini par aider les gens à trouver des tentes, à s'installer dans un terrain vague, parce que là-bas, au moins, ils ne seraient pas ennuyés par la police. Donc, il y a des nouveaux habitants sur l'île du Ramier, parce que Saint-Martin-du-Touche, ils étaient loin de tout. Donc, un terrain vague pas trop loin du resto social et de douche. Le pire, c'est que vous auriez vu à quel point ils étaient heureux d'être au milieu d'un terrain vague où ils avaient l'impression que la police n'en est pas allé chercher. Donc, on est vraiment dans quelque chose de terrible. Vous savez que les choses ne s'arrangent pas, qu'il y a de plus en plus de stigmatisation des migrants. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, les Français sont persuadés qu'on accueille beaucoup trop de migrants et qu'on les accueille beaucoup trop bien. La réalité quand même des chiffres, c'est qu'on en accueille très peu, par rapport notamment à tout un tas d'autres pays européens, et on les accueille très très mal. Donc déjà, on a un gros différent quand même culturel et politique. Les Français comprennent rien à ce qui se passe. Du meilleur général, je ne parle pas de ceux qui sont là, qui a priori sont dans une démarche très différente. Donc voilà, nous, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est une grande détérioration des conditions d'accueil. Il y a quelques années, je me souviens par exemple, une famille qui déposait une demande d'asile, qui n'était pas hébergée tout de suite, on montait au créneau, elle était hébergée tout de suite. Parce que ça ne se faisait pas de laisser une famille demandeuse d'asile en cours de procédure à la rue. Bon, maintenant, on ne compte plus combien il y en a. Donc voilà, c'est vraiment gravissime. Ce n'est pas que sur la demande d'asile, parce que de toute façon, même les intra-européens, notamment dans les bidonvilles, ce qu'ils vivent est aussi assez terrible. Donc c'est des gens qui sont censés faire tout un tas de démarches, parce que la difficulté d'accès, une fois qu'on n'a plus de toit au-dessus de la tête, ou qu'on n'a pas de toit au-dessus de la tête, tout est compliqué. C'est-à-dire que les gens galèrent à avoir des documents, à savoir où aller. Si on n'a aucun revenu, il faut faire 2 assauts d'aide alimentaire, sinon ça ne suffit pas. Donc les gens, parfois on a des gens qui sont sur des bidonvilles en bord de périph', comme ça, le soir, quand le périph' s'allume, ils peuvent recharger leur téléphone. Donc si vous voulez, quand rien que recharger un téléphone, c'est compliqué. On a des demandeurs d'asile qui se font arrêter et qui se retrouvent en centre de rétention parce qu'ils ont été recharger leur téléphone à la gare ou à l'aéroport. Enfin, donc c'est tout qui ne va pas, en fait. À partir du moment où le logement ne va pas, tout le reste se dégrade très très vite. Évidemment, l'accès à la santé, évidemment la scolarité. Et puis voilà, si l'État voulait être violent, il ne s'y prendrait pas très différemment. Parce qu'en plus, il laisse les gens dans des incertitudes terribles. À partir du moment où les personnes sont dans des squats et des campements expulsables, les gamins sont déscolarisés parce que c'est plus du tout une priorité. C'est quand même très dur d'envoyer son gamin à l'école en sachant pas si on sera encore là quand il reviendra. Et voilà, sans accès à l'hygiène, parce que les douches c'est très compliqué aussi pour tout un tas de personnes. Donc en été, les gens ils se lavent avec de l'eau et un gant, ok, mais en hiver, c'est-à-dire qu'il y a des gamins qui arrivent à l'école, qui sentent le feu de bois parce qu'ils avaient froid, qui n'ont pas pu se laver et qui du coup sont stigmatisés, rejetés par les autres enfants. Enfin, on se demande si des fois les gens de la préfecture ont été enfants avant de devenir ce qu'ils sont. Mais donc non, franchement, la question du logement, c'est très complexe. Après, j'ai pas envie de parler que de ce qui ne va pas, donc je vais quand même parler de choses qui sont possibles.
Nous, C10, on a réquisitionné beaucoup de bâtiments pour montrer qu'il y avait beaucoup de bâtiments, y compris publics, qui ne servaient à rien. On a accueilli plus de 500 personnes au fil des années sur des réquisitions. On a aussi pu faire avancer le sujet auprès des institutions et on a poussé à la création de lieux qui, pour le coup, ont accueilli déjà des milliers de personnes. Donc ça, c'est quand même assez réjouissant parce que quand on sait ce qu'est une personne, quand on sait ce qu'est une famille, on mesure en fait toutes ces personnes qui ont pu avoir des solutions. Aujourd'hui, on pousse aussi les choses à Montpellier, et puis on a eu l'occasion de faire des choses dans quelques autres villes. Donc il y a quand même moyen de faire bouger les lignes, y compris dans la désobéissance civile. On a aussi vu des initiatives, tout un tas d'initiatives auxquelles chacun peut participer, parce que je pense que quand on a un problème global au niveau d'une logique, disons, assez capitaliste mondiale, localement, il y a quand même moyen de retrouver d'autres logiques. Et je vais citer quelques initiatives, mais il y a Welcome, par exemple, qui accueille... Pardon ? Moi, je veux dire, juste, Welcome, c'est là où les personnes vont le mieux psychologiquement. Il n'y a pas photo. Le concept, ce concept-là, c'est le concept qui marche. Mais il y a de la bienveillance, il y a de la solidarité, il y a de la fraternité, il y a quelque chose langue. d'humain, quoi. On est à l'opposé de ce que fait l'État, quoi. À l'opposé. Et on ne laisse pas les gens entre eux, et on ne laisse pas les gens enfin voilà. Pardon. Est-ce qu'on peut peut-être juste rappeler ce que c'est Welcome ? Voilà, donc Welcome, c'est un accueil en fait solidaire, citoyen, donc c'est des personnes qui sont accueillies dans des familles. Mais il y a d'autres initiatives, par exemple Passe en Toi, qui trouve des logements mis à disposition notamment par des particuliers solidaires qui permettent d'accueillir des familles là aussi dans une dignité qui a rien à voir. Ressources solidaires aussi aujourd'hui accueillent comme ça. Donc il y a quand même des initiatives assez réjouissantes, même d'ailleurs dans les milieux squats. Il y a des squats qui sont vraiment tout pourris, où les gens ont accès à rien, parce que le mot squat, il englobe des choses très très différentes. Donc déjà, il y a tout un tas de fantasmes autour de la question des squats. Mais bon, dans les squats, il y a des logements qui ressemblent à n'importe quel logement. Après, il y a des squats où par contre, il n'y a pas d'électricité pendant des mois. Il faut se battre pour se chauffer. Les gens n'ont pas de quoi cuisiner. Donc bon, je n'ai pas le temps ce soir de rentrer dans tout ça, mais c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire aussi. Pareil sur les campements, les gens ne se rendent même pas compte. Quand on parle avec des Toulousains, on dit il y a 700 personnes qui vivent dans des campements. Ah bon ? Des bidonvilles ? Bah oui, c'est au bord des routes, au bord des déchetteries. Donc c'est toujours pareil, quoi. C'est les invisibles. Mais donc du coup, il y a quand même des choses à porter. Nous, c'est pour ça qu'au C10, on a toujours essayé de faire les deux, d'être en première ligne quand les choses ne vont pas, mais par contre de chercher des moyens de faire bouger durablement les choses, d'avoir des choses un peu réjouissantes d'un point de vue humain pour tenir dans la durée. Parce qu'effectivement, là, on voit des gens aussi se reconstruire, alors qu'à l'inverse, on voit des gens se dégrader quand l'État les laisse tomber, parce que clairement, à un moment, on voit les gens trébucher. Et notamment sur ces procédures, quand les gens, je sais pas, ils sont partis de leur squat le matin, ils reviennent le soir, et tout a été muré, et leurs documents sont dedans, c'est l'enfer. La demande d'asile repose énormément sur des documents, qui des fois, il faut des années pour avoir. Et des fois, au bout de 10 ans, les gens n'ont toujours pas leurs documents. Et ça peut être perdu juste suite à une opération de police. Mais ça arrive aussi avec des gens qui sont dans des tentes et la police municipale qui jette tout. Donc, en fait, le lien entre le logement et la question de la demande d'asile, c'est comme avec la scolarité ou l'accès à la santé. Si on n'a pas accès de façon stable à quelque chose qui ressemble à un logement et à un habitat adapté, le reste ne peut pas aller, quoi. Donc voilà, c'est un combat quotidien. Encore une fois, moi j'invite tout le monde aussi à faire des choses parce qu'il y a énormément de choses à faire en fait. Il ne faut vraiment pas rester passif. Il y a des possibilités. Je sais qu'il y a tout un tas de gens d'ailleurs dans la salle qui font des choses évidemment. Donc ça pose aussi la question d'ailleurs de sortir d'un certain entre-soi parce que on va dire que comme d'habitude on est à peu près entre gens convaincus. Donc il faut aussi chercher des idées sur comment on va lutter contre ce qui se passe actuellement sur ces différents sujets, comment on donne la parole aussi aux personnes elles-mêmes qu'on n'entend pas. Je ne me suis pas permis de rappliquer avec des gens un peu énervés de l'expulsion d'hier. Mais bon, enfin, il faut vraiment réussir à procéder autrement et à contrer un discours ambiant, xénophobe, qui vient justifier les pires choses en fait. Hier matin, la préfecture a visité le squat. Ils ont dit oh là, le pauvre propriétaire, c'est fou. J'ai appris par la mairie de Blagnac qu'ils avaient tous été choqués par leur visite du squat en disant oh là là, mais c'est dans quel état il va falloir tout reconstruire. Je dis, mais attendez, quand on vous parle d'enfants qui vivent dans ces trucs, vous êtes choqués comme ça. Donc bon, on part de très loin. Je suis désolé, c'est un peu décousu, mais effectivement, je suis un peu fatigué.
Et puis voilà, s'il y en a qui veulent aider, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que quand je suis arrivé tout à l'heure, il pleuvait des cordes et des cordes. Nous, on a laissé des gens hier au milieu de nulle part dans des tentes. Du coup, des choses concrètes, on en a tous les jours. Donc on travaille sur des solutions aussi long terme. Notamment, je vais citer Emmaüs, avec qui on travaille beaucoup, qui d'ailleurs a aussi fourni des tentes qu'on a distribuées hier, par exemple. Mais il y a aussi des solutions de ce type-là, parce qu'il y a l'aspect institutionnel, où il faut se battre, parce que ce n'est pas normal que les institutions fassent ce qu'elles font. Mais au-delà, il ne faut pas attendre après les institutions. Je parlais de Welcome, Passe en Toi, tout ça. Mais Emmaüs est un super exemple. Parce qu'on parlait du logement, mais je vais me permettre quand même de dire, bon, le logement, ok, mais même ceux qui sont hébergés, qu'on laisse dans un hébergement à attendre d'avoir un courrier qui va leur donner des nouvelles ou un rendez-vous à Paris, mais c'est d'une grande violence aussi. C'est-à-dire que même ceux qui ont un hébergement, c'est très violent de leur dire, non, vous n'avez pas le droit de bosser. Ah bon, mais je suis venu pour une vie différente, je suis prêt à bosser et tout. Non, on les exclut du travail, ce qui les stigmatise encore plus. C'est ça qui est vicieux dans ce qu'ils font. C'est depuis, je crois, une décision de Charles Pasqua en 92 que les demandeurs d'asile n'ont plus le droit de travailler. C'est très vicieux comme truc, puisque du coup, ils ont l'image de gens qui ne bossent pas. Donc du coup, ça facilite le racisme, la xénophobie. Et donc même ceux qui sont hébergés, souvent, parce qu'il n'y a pas ce lien à l'activité, ben, ils se sentent moins exister en tant que personne. Et ce qui est très intéressant chez Emmaüs, c'est que justement, les gens sont au centre, puisque c'est eux-mêmes qui autofinancent, de par leurs compétences, de par leur énergie. Alors historiquement avec l'activité de bric-à-brac, mais avec d'autres aussi. Et donc au niveau du C10, nous ce qu'on porte aujourd'hui, c'est le fait de multiplier des communautés du type de celle d'Emmaüs, de multiplier aussi avec des personnes différentes, des fois des salariés, des fois sans salariés, des fois avec un accompagnement sanitaire adapté à certaines personnes et qui peut pour le coup nécessiter des financements publics, et puis des fois en toute autonomie. En tout cas, il nous semble vraiment qu'il y a, dans le statut d'Emmaüs qui est accessible à tout le monde, il y a une vraie solution qui articule la question d'un accès à de l'hébergement, voire à du logement, s'il est suffisamment stable, et qui est aussi un accès à l'activité, puisque c'est le seul statut qui permet aux personnes de travailler, d'avoir à la fin du mois, en plus d'avoir été d'avoir eu un toit au-dessus de la tête, d'avoir eu à manger et tout, à la fin du mois, en plus, ils ont à peu près 380 € chez Emmaüs, ce qui leur permet d'aider quelqu'un dans leur pays d'origine, ou tout simplement d'avoir aussi de l'argent. Donc du coup, ça peut vraiment être une solution. Et pour le coup, là, on n'a pas l'impression d'attendre après les institutions. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une immensité quand même de choses à faire. Des fois en poussant les institutions, mais aussi tout simplement en s'organisant et en voulant bien croire aussi qu'il y a des choses possibles. Voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à continuer à vous mobiliser comme vous le faites déjà ou à vous rapprocher de ceux qui font. Merci pour cette intervention. Pour que l'on puisse avancer, donc on va passer à une prochaine partie pour essayer un peu de mieux comprendre l'objectif de ces réformes successives. Donc on l'a vu depuis plusieurs décennies, depuis le milieu des années 80, le droit de demander l'asile a connu une série de restrictions. Des restrictions qui portent à la fois sur les conditions d'accueil, mais aussi des restrictions qui sont d'ordre procédural au niveau de la demande d'asile. On a vu que progressivement, au souci d'écarter les faux réfugiés, ce qu'on a appelé les faux réfugiés, et ceux qui ont été autrement appelés les indésirables, au souci de déceler la fraude, les abus, etc., on a vu progressivement apparaître la recherche, en tout cas de l'administration, etc., de rendre le traitement des demandes d'asile plus efficace, ou en tout cas considéré comme tel par l'administration. Donc on a vu plusieurs types d'innovations arriver. Pour en citer quelques exemples qui émanent de la loi Asile et Migration de 2018, on avait eu par exemple l'obligation pour les demandeurs d'asile, s'ils voulaient déposer une demande de titre, de le faire simultanément à leur demande d'asile et non pas successivement comme c'était le cas auparavant. Un caractère non suspensif des recours devant la Cour nationale du droit d'asile pour les personnes qui viennent de pays considérés comme d'origine sûre. Ce mouvement il a été suivi par la pratique de l'OFPRA et de la CNDA en suivant. Et on l'a vu notamment ces derniers mois avec l'explosion des rejets par ordonnance au niveau de la CNDA. Donc du coup, Julien, je te propose, si tu veux intervenir sur ces points et un peu nous donner ton avis sur quel est l'objectif poursuivi avec toutes ces... Je
pense que l'objectif, il est clair et moi, ça me désole qu'on soit finalement contraint de parler de tout ce qui est accessoire en fait à la demande d'asile. Parce que là, on parle du logement, on parle de la santé, on parle de la souffrance psy, de tout ce qui est engendré par la demande d'asile, mais en fait, on parle quasiment plus de la demande d'asile en tant que telle, quoi. Et des conditions requises, de ces choses-là, quoi. Et finalement, mais c'est une réalité, hein. La demande d'asile est quasiment accessoire, en fait. La procédure de demande d'asile est accessoire aux conditions de survie quotidiennes, en fait. On est là principalement, et à partir du moment où on est parti sur une demande d'asile, voilà, on est sur un chemin clair, mais il y a tellement d'embûches qu'en fait on perd pied dans cette procédure. Et moi, je me rappellerai toujours d'un couple albanais qui débarque dans mon bureau. C'était à 4 jours d'une audience à la CNDA. C'était le dernier rendez-vous de préparation. On en avait déjà eu quelques-uns. Et c'était le dernier rendez-vous. Et on a passé tout le rendez-vous à devoir régler le problème du logement, puisque la préfecture, pour une raison complètement incompréhensible, les sortait de leur logement. Donc ils étaient à 4 jours de leur audience déterminante pour leur protection. Et effectivement, ça ne réglera pas tout. Il y aura d'autres problèmes derrière. Mais il n'empêche qu'on a passé tout ce rendez-vous, plutôt que de préparer l'audience devant les juges, préparer les réponses ou ce genre de choses. Enfin, vraiment se préparer à la maltraitance qu'ils allaient avoir à la CNDA. En fait, il a fallu préparer un référé liberté pour obliger la préfecture à les maintenir dans un hébergement à l'hôtel avec leurs 2 gamins, quoi. Et là, mais c'est là où ça devient complètement ahurissant, parce qu'en fait, on est complètement dans la négation de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des personnes qui sont à un moment dans un besoin de protection. Mais donc, effectivement, leur envoyer les chiens, brûler les tentes, là, ce que tu décris, c'est ce qu'on voit à Porte de la Chapelle, quoi, avec la mairie de Paris qui fait venir les containers et on brûle tout. Enfin, mais le but, c'est quoi? Enfin, le but, il est assez clair, c'est décourager. Enfin, bon, faut pas être un fin analyste pour tirer cette conclusion-là, quoi. Enfin, c'est décourager les personnes qui se passent le mot à Kaboul. Là, non, la France, faut plus y aller. Là, ça va pas, quoi. Mais ou alors à Kinshasa, ouais, non, la France, c'est pas terrible en ce moment. Vaut mieux aller ailleurs, quoi. Et comment on crée en fait par la pénurie de l'accueil digne. On crée en fait derrière une forme d'asphyxie et on casse l'appel d'air. Tu vois, on casse cette horreur que si on en accueille trop, ils vont se passer le mot et que du coup tout le monde va débarquer chez nous. Donc ils y arrivent. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils y arrivent. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu quelqu'un qui est venu dans mon bureau en me disant ouais, mais quand même, moi je pensais que la France c'était ceci, c'était cela. Ce qui est une forme de réjouissance en fait, parce que ça fait des années que c'est pas ça la France et que c'est insupportable d'entendre le pays démocratique, tout ça, machin. Non, enfin c'est un pays qui est une horreur absolue, quoi. C'est une horreur absolue dans le traitement des demandeurs d'asile et des autres, mais sur les demandeurs d'asile, puisqu'on est sur eux, c'est des lois restrictives. Tout à l'heure tu parlais de Pasqua, ouais, il a fait des choses dures, mais les lois Pasqua, c'est des lois de gauchistes aujourd'hui. C'est des lois de gauchistes, je suis désolé, mais je rêverais d'avoir les lois Pasqua aujourd'hui, quoi. Je me suis battu en 93 contre les lois Pasqua, mais franchement, aujourd'hui, si on avait envisagé qu'on tomberait à ce niveau-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, là, ce dont tu parlais tout à l'heure, et tu en parlais aussi, Sylvia, cette contradiction qu'il y a en fait entre des demandeurs d'asile qui vont être en souffrance d'attendre énormément, les délais d'attente, tout ça, et la souffrance de ceux qui vont avoir une réponse extrêmement rapide. Sauf que ceux qui attendent longtemps, c'est les Afghans, c'est les Syriens, c'est les Libyens, c'est les Soudanais, où on les met un peu sous la pile. On ne sait jamais, si jamais la situation sur place s'améliorait, on pourrait dire qu'il n'y a pas besoin de vous protéger, en fait. En revanche, l'Albanais, le Géorgien, ça va, quoi. Vous n'allez pas nous la raconter, on a compris, on a eu des dizaines de milliers avant vous, donc on sait très bien comment ça se passe. Et donc, elle est là, en fait, la maltraitance aussi.
La maltraitance, elle est dans le fait que les juges à la CNDA, les officiers de protection à l'OFPRA, ils ont leur petite tête, ils ont leur nationalité et voilà. Et les Soudanais de Porte de la Chapelle, les Soudanais qui sont aussi à Toulouse, qui attendent des années et des années dans des situations extrêmement précaires parce que la plupart n'ont pas les conditions matérielles d'accueil puisqu'avant ils étaient en procédure Dublin. Ces personnes-là vont attendre des années. La personne albanaise qui va débarquer, elle aura peut-être 2 ou 3 mois pour convaincre l'OFPRA, ça va être compliqué, mais encore plus la Cour nationale du droit d'asile, du fait qu'elle est homosexuelle. Tout à l'heure, tu parlais, tu as raison, de cette question extrêmement pénible, et je le conçois parfaitement parce qu'on en discute régulièrement, des avocats qui vous sollicitent pour avoir le certificat psychologique. Parce que vous comprenez, si nos requérants ils n'ont pas un certificat de psychologue, c'est qu'ils n'ont pas souffert. Et s'ils n'ont pas souffert, c'est que ce n'est pas des personnes à protéger, en fait. Mais ça... Alors bon, moi, je me mets hors de ça, mais je sais que c'est un phénomène qui existe. C'est parce que les juges à la Cour nationale du droit d'asile ont leur schéma préconçu. Voilà, la personne qui est en souffrance psy... peut-être que c'est parce qu'elle a vraiment souffert. La personne homosexuelle, nécessairement, elle va avoir des associations communautaires. Nécessairement, puisqu'elle est homosexuelle. Non. C'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on va dans les associations communautaires. C'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on va dans les bars gays ou ce genre de choses. Enfin, il y a des formes de points de passage obligatoires là, pour les juges qui sont bouffés par le fait que c'est difficile de juger. Mais très peu doutent, en fait, alors qu'ils le devraient en permanence. Et ils essaient de se raccrocher à ce genre de choses qui créent derrière des mauvaises habitudes, en fait, des formes de oui, il faut passer chez le psy, quand on est homosexuel, il faut passer par une association, sinon on ne sera pas cru. Si on a été en prison, il faut un papier. Si j'ai pas le papier, j'aurai pas le statut. Donc voilà, donc derrière, c'est des réseaux de faussaires qui sont engraissés. Parce que les juges sont tellement sévères que les personnes essaient de se raccrocher à ce qu'elles peuvent. Donc voilà. Et je rebondis sur ce que tu disais aussi, Sylvia, parce que c'est assez juste. On participe à la maltraitance des demandeurs d'asile. Moi, chaque fois qu'on parle de violence de la procédure de demande d'asile, je m'inclus dans ce caractère violent. Voilà. La différence qu'on a, nous, avec les officiers de l'OFPRA et les juges de la CNDA, on en a beaucoup, mais c'est que on va être maltraitant mais bienveillant, en fait. C'est, voilà, les choses les choses vont être posées, en tout cas. D'accord ? Mais comment on fait avec une personne tchétchène qui arrive une semaine avant l'audience et vous avez compris qu'il y a un nœud, il y a un truc qui coince. Il y a un truc qui coince, et si vous coincez là-dessus, le juge, c'est certain qu'il va s'arrêter, et potentiellement, il va rejeter pour ce détail qui est certainement anodin, mais qui, pour le juge, va prendre toute la place. Parce que s'il ne raconte pas la vérité sur ça, c'est qu'il ment sur tout le reste. Et du coup, parce que je pense avoir compris quel est le truc qui planque, parce qu'il est avec sa mère, j'essaie de le bousculer un petit peu, en fait, pour qu'il finisse par me dire, qu'il m'envoie un texte après en me disant que, oui, effectivement, il cache quelque chose, il cache qu'il est homosexuel. Voilà. Donc, du coup, le recevoir et lui expliquer 5 jours avant l'audience que c'est pas son timing, mais en fait, c'est le timing de la procédure. Voilà. Donc, il a différentes options. On fera en sorte, s'il ne veut pas que sa mère le sache, on pourra trouver des mécanismes pour que, mais il n'empêche qu'il a fallu le bousculer. J'ai participé à cette violence. C'était cadré, c'était posé, mais j'ai participé. Un autre exemple, vraiment que des choses dont je ne suis pas fier. Et une dame guinéenne qui vient dans mon bureau avec une histoire, je n'y comprends rien, d'une confusion incroyable. J'ai presque à employer les mots de l'OFPRA, quoi. Oui, ça m'arrive aussi. Et du coup, je la reçois, je prends le temps, tout ça, et c'est encore plus confus, je n'y comprends rien. Et puis, on arrive à se rendre compte qu'en fait, si on prend toutes les dates, elle a eu une grossesse à 14 mois. Donc, c'est pas possible.
Donc on part de ces éléments concrets pour qu'au final, elles me disent non, mais la personne qui est marquée sur l'acte de naissance, là, en France, c'est pas le père. C'est pas le père. Ah, mais tout c'est clair. Et pourquoi il l'a reconnu? Parce qu'on vit ensemble. Enfin voilà, bon, il voulait pas que mon fils soit un bâtard, tout ça, donc il l'a reconnu. Et je dis ah ouais, mais alors là, d'accord, bon, très bien. Mais alors ça fout un bordel monstrueux dans votre demande, quoi. Parce que je n'y comprends rien, l'OFPRA n'y a rien compris, objectivement, j'aime bien leur taper sur la gueule, mais là c'est pas trop possible. Mais les juges vont rien comprendre. Et les juges prendront pas le temps, prendront pas les 4 heures qu'on a pris là pour essayer de démêler le vrai du faux. Donc à un moment, il va falloir qu'on montre aux juges en fait que ça, c'est pas le vrai père. Et que vous fassiez la démarche aussi de casser cette filiation. Donc j'ai proposé à quelqu'un de péter une filiation de cœur. C'est moche. C'est pas beau, c'est pas bien. Mais c'était quelque chose qui était nécessaire pour sa demande de protection. Donc voilà, donc on participe à cette maltraitance, ça c'est certain. On est encore plus obligé parce que les délais sont raccourcis, parce qu'on n'a plus le temps en fait de construire les choses. Le temps révolu il y a une dizaine d'années où on pouvait accompagner des demandeurs d'asile pendant 4 ans, 5 ans. Voilà, c'est fini, hein. Voilà, c'était le bon vieux temps. Enfin, c'était le bon vieux temps. Voilà, c'était un peu plus compliqué. Et ils n'avaient pas le droit de travailler, effectivement, parce qu'il ne faut pas trop leur donner de droits non plus. Ils auraient l'impression qu'on veut les accueillir et qu'ils peuvent s'intégrer. Donc, il ne faut quand même pas trop déconner. Mais toutes les lois restrictives, et j'ai fait le décompte là, pour une formation il n'y a pas longtemps, depuis 2003, 13 lois. 13 lois. 13 lois. C'est quand même complètement dingue. Pour des personnes qui sont censées connaître la loi. Hein. Bon. Et, alors... Peut-être juste pour terminer sur ce point-là, et par rapport aux évolutions législatives, il y a Patrick Veil, qui n'est pas un dangereux gauchiste non plus, hein, c'est un historien de l'immigration, très PS, tout ça, enfin, très bien sur son domaine, il n'y a pas de souci. Et qui était interrogé sur le projet de... je ne sais pas si c'était lequel, c'était Collomb à l'époque, ministre de l'Intérieur, et il avait une phrase assez chouette, j'avais trouvé, il disait « Macron, c'est l'inverse de Sarkozy ». Sarkozy était violent verbalement et pragmatique sur le terrain. Macron est doucereux verbalement et sur le terrain, c'est la chasse à courre. Et Patrick Veil d'expliquer que, voilà, mais c'est vraiment ça. Macron, le réfugié, il est formidable. Il faut l'accueillir. Oh, il a souffert, le pauvre. Oh là là, il faut vraiment qu'on soit à ses côtés. Il faut qu'on lui accorde des conditions dignes. Hein, vraiment. Mais pour lui accorder des conditions dignes, il faut faire la chasse aux faux demandeurs d'asile, quoi. Donc voilà. Donc Macron, c'est vraiment, c'est la chasse à courre, le réfugié en fait. On glorifie comme on glorifie le cerf avant d'aller l'abattre, quoi. Avant de lui courir après avec des chiens et des chevaux et des gens avec des trompettes insupportables. C'est ça en fait Macron. Et Macron, il va glorifier le réfugié tout en abattant tous ceux qui ne le seront pas. Et tous ceux qui ne le seront pas, c'est les déboutés. Les déboutés qui sont... alors oui, il y en a qui ont des fausses histoires, oui, enfin voilà, les techniques de survie, effectivement, on n'a pas à juger, quoi. Enfin voilà, moi je serais dans un autre pays, je ne sais pas ce que je ferais. Donc, mais des personnes qui sont déboutées parce qu'avec leur histoire, leurs propos, ils sont passés en salle 13 à la CNDA, avec la même histoire, avec les mêmes propos, avec les mêmes réponses, ils seraient passés en salle 14, et bien ils auraient eu le statut. Ils auraient eu le statut. Donc c'est quoi? C'est des déboutés? C'est des faux demandeurs d'asile, ces gens-là? Bah non. C'est simplement qu'ils n'ont pas eu de chance, quoi. Et qu'ils sont tombés sur un président ou une présidente à la CNDA qui avait décidé de partir du principe que on me raconte des histoires. Encore une Congolaise, encore un Géorgien, encore un Albanais qui nous parle de vendetta. Toutes ces choses-là qui sont absolument insupportables. La culture de la suspicion. Enfin voilà, faut en sortir de ça. Et du coup, il faut sortir de la culture du celui qui n'a pas le statut, c'est un faux demandeur d'asile en fait. Celui qui n'a pas le statut, potentiellement, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de bol, quoi. Qui n'a pas eu de bol. Et la roulette russe, elle marche à plein régime au niveau de la Cour nationale du droit d'asile, et c'est une catastrophe absolue. Parce que ce système la loterie du juge qu'on va avoir, c'est quand même une vraie caractéristique, puisque, et je pense que tu dois les avoir, hein, les demandeurs d'asile, mais quelle violence de leur dire que on aura fait le maximum, mais que on va ouvrir la porte. Ah non, pas lui.
Ah, punaise, pas lui. Et voilà. Alors qu'on va tomber avec une autre, on va se dire bon ben là on a une chance. Voilà, on va voir, on va faire les choses et ça se passera peut-être un petit peu mieux. Parce que voilà, les juges, ils peuvent. Voilà, ils se retranchent beaucoup derrière le fait que ce sont des humains qui jugent avec leur humanité, tout ça. Et bon, l'humanité, elle est très mouvante, hein, on va dire, et que l'humanisme n'est pas forcément garant d'une très bonne décision au niveau de la Cour nationale du droit de l'homme. Thomas, est-ce que tu voudrais nous donner, peut-être tu m'as dit tout à l'heure au téléphone, des bonnes nouvelles, hein, en tout cas sur la commission parlementaire? Je t'ai promis du rêve, là. Ah d'accord. Si, quand même des bonnes nouvelles, vous allez voir. Et celle-là, en plus, elle est quand même originale. Il se trouve du coup que il y a un groupe de députés, notamment Sébastien Nadeau, qui avait quand même des gros doutes sur les questions des... Pardon, c'est allumé, je parle pas assez près. C'est mieux ? Pardon. Donc du coup, il y a un député, il y a quelques temps, qui m'avait contacté, parce que donc il était dans la commission des affaires étrangères, et quand même il trouvait bizarre qu'il y ait autant de pays sûrs, pour des pays qui n'avaient pas l'air si sûrs que ça. Donc ils avaient eu l'idée comme ça de dire, bah tiens, on pourrait faire un petit voyage parlementaire en Afghanistan. Et alors ils ont demandé une destination fort prisée. Et donc du coup, il a appris que l'Afghanistan venait donc d'être sorti de la liste des pays à risque, je crois, ce coin-là d'Afghanistan. Et alors que par contre, ils n'avaient pas le droit, eux, d'organiser un voyage parlementaire. On leur a dit, c'est impossible de sécuriser un voyage parlementaire. Donc il a dit, vous vous foutez de nous, quoi. Et donc du coup, ils ont commencé à essayer de bouger un peu les trucs, parce qu'en plus, il n'aime pas trop les vendeurs d'armes, tout ça. Bon, c'est quelqu'un pas mal là-dessus. Et puis donc, ils ont décidé d'essayer de lancer une commission d'enquête qui est en cours, qui aussi a été faite en lien avec tout un tas d'assauts nationales, Amnesty, Médecins du Monde, Secours catholique, enfin toute une liste que je ne vais pas vous faire là. Donc l'intitulé exact, je suis obligé de prendre le téléphone, sinon je n'y arrive pas. Commission d'enquête sur les migrations, les déplacements de population et les conditions de vie et d'accès aux droits des migrants, réfugiés et apatrides en regard des engagements nationaux, européens et internationaux de la France. C'est un travail collectif, il a fallu... voilà. Et du coup, concrètement, ça leur permet d'enquêter sur ce qui se passe dans les préfectures, dans les centres de rétention, ce qui se passe à Calais, ce qui se passe... Enfin, donc du coup, c'est quand même intéressant parce qu'en plus, ils ont des outils qui légitiment le fait de demander des comptes aux préfectures. Là, vous voyez venir la bonne nouvelle. C'est que du coup, j'ai pu le voir tout à l'heure parce que je l'ai appelé hier en lui disant à Blagnac, ça déconne fortement. Et donc, du coup, ça lui a pas trop plu. Et visiblement, il va pouvoir avoir une commission d'enquête locale auprès de la préfecture pour demander à monsieur le préfet et au service dit de la cohésion sociale comment ils ont géré tout ça, à quel point ils ont respecté la circulaire du 25 janvier 2018 sur la résorption des squats et bidonvilles, paradoxalement inspiré de ce qui avait été fait de pas mal à l'époque, notamment sur l'évacuation des arènes et tout. C'était plutôt à l'époque un département assez avant-gardiste, on va dire, sur cette question-là. Et là, maintenant, par contre, le préfet actuel, ou du coup ceux qui sont en charge de la cohésion sociale, bafouent complètement, notamment le fait de travailler avec les acteurs de terrain, d'avoir une stratégie territoriale, comme je le disais, de faire des évaluations sociales et des évaluations sanitaires. Donc à cet égard, le fait que ni le 115, ni la métropole, ni Médecins du Monde, ni la plateforme santé précarité étaient mobilisés, c'est quand même des graves erreurs d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue administratif. Donc juste la bonne nouvelle, c'est que quand même, on a réussi à coller cette commission d'enquête à monsieur le préfet, qui du coup devrait recevoir rapidement un appel lui annonçant, c'est même pas demandé, c'est ça qui est bien, ils vont lui annoncer que ça se passera plus ou moins gentiment, mais que ça serait quand même cool que ça se passe dans une ambiance pas trop mauvaise. Et donc ils vont aller interroger tout le monde sur ce qui s'est fait. Qui était là lors de cette expulsion, quels acteurs associatifs ont été mobilisés en amont, en aval. Donc pour une fois, monsieur le préfet va avoir des comptes à rendre, ça fait plaisir. Et en l'occurrence, du coup, l'idée, c'est aussi de poser la question sur comment ils comptent faire sur les squats suivants. Parce qu'on a quand même des inquiétudes pour un paquet d'autres squats dont je ne ferai pas la liste ici, mais notamment un squat avec quand même 280 personnes. Donc, on espère que cette pression de la commission d'enquête sur monsieur le préfet va peut-être, on ne sait jamais, le faire douter un petit peu de ce qu'il avait prévu pour les semaines à venir. Donc la bonne nouvelle, c'est que même si effectivement, il ne faut pas attendre après les institutions pour faire des actions qui ont du sens, parfois, il faut quand même réussir à créer un peu le bazar au sein des institutions et au moins à s'appuyer sur des leviers de ce type-là pour mettre finalement en difficulté la préfecture. Nous, on est arrivé
malheureusement de temps en temps par rapport à tout ce qu'ils font au quotidien, mais des fois on a ce genre de victoire-là. Et là, je suis impatient de savoir que la préfecture aura des comptes à rendre, notamment sur ce qu'on a vu hier et toute la nuit. Vous voyez. Merci. Alors, je crois qu'on devait laisser la salle à 18h30. Pour l'instant, on ne met pas dehors, donc on va continuer un peu. On continue, Tom, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. D'accord. Alors du coup, quand même, pour arriver un peu vers la conclusion de la soirée, j'aurais envie de vous donner la parole à chacun à tour de rôle pour quelques minutes, peut-être partager quelque chose encore sur le thème. Moi, je relevais au fur et à mesure un peu un nuage de mots, situation administrative versus les réalités humaines, et c'est assez violent. Si on avait un ordi, on pourrait presque le projeter, mais entre arbitraire, procédure bien cadrée, sous la pile, attente d'un courrier, attente d'une réponse, le timing, c'est d'une violence assez incroyable. Et puis de l'autre côté, il y a des traumas, il y a l'écoute, tout est compliqué, la perte de lien, l'accueil, mais des choses sont possibles. Donc voilà, peut-être si vous voulez rebondir en quelques minutes chacun. Sylvia, je crois que tout à l'heure tu voulais intervenir et je t'ai un peu coupé. Oui, en fait, j'avais envie de donner suite à ce qu'il disait Julien par rapport à ce grand nombre. En effet, je confirme, le grand nombre des personnes que tu dis des faux, qu'ils disent, oui bien sûr, en fait, pour moi c'est des vrais, hein. J'ai des vrais faux, mais j'ai envie de dire, vous avez compris, même un vrai faux, c'est-à-dire à qui on a passé la combine, machin, c'est quelqu'un en souffrance. Hein. Donc ça c'est extrêmement quand même rare, hein. Mais ceux qui sont traités comme un faux demandeur d'asile, et je peux vous dire, parmi ceux, c'est justement un certain nombre de Congolaises qui ont vécu, mais je ne peux pas vous dire, l'assassinat de tous leurs membres de la famille devant les yeux, les viols collectifs, qui ont tout au niveau d'un traumatisme pratiquement irrécupérable, et c'est dégoûté. Hein, c'est dégoûté, c'est trop farfelu, ils n'ont pas cru. Qu'est-ce que j'avais envie de dire là tout à l'heure, c'est justement, tout à l'heure j'ai reçu un jeune qui s'était adressé à la CIMAD, et c'est un jeune qui est dans un état psychique très très fragile. Il a fait des tentatives de suicide, des passages à l'acte réguliers, et il reçoit la convocation pour aller à la CNDA. Donc il s'est adressé, parce qu'il s'est fait virer aussi de toute structure d'hébergement, il est dehors, ou il était dehors, et sans aucun soutien, il ne se sentait pas du tout capable de mener son audience. Donc il s'était adressé à la CIMAD, et puis à la CIMAD, il a eu un contact avec l'avocat, il ne savait même pas qu'il avait un avocat. Donc du coup, aussi bien que l'avocat qu'à la CIMAD, ça a été constaté qu'il est quand même extrêmement fragile. Du coup, ça lui a été signalé qu'il était fragile, que ce serait peut-être pas le moment de faire une demande d'aller à l'audience. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, il a dit, mais oui, c'est ça, je suis trop malade pour faire ça, je suis trop perturbé pour faire ça. Mais avec un travail derrière, ce jeune, il a réussi de partir à la CNDA. Là, donc, je vous passe bien sûr l'histoire, mais là, tout à l'heure, je l'ai reçu. Il était gonflé de fierté. Il a dit, écoutez, madame, j'ai bien parlé, je leur ai tout dit, j'ai tout dit. J'ai toutes les questions, j'ai bien répondu, j'ai raconté tout ce qui ne va pas, il a mis vraiment son cœur dans cette audience. Et bon, moi je crains, ce sera encore un qui va être débouté. Donc, on est plus souvent confronté à ce genre de situation. Il va recevoir le courrier classique qu'il a
que c'est pas, qu'il n'y croit pas. Mais qu'est-ce qu'on fait avec lui après? Un an de passage à l'acte quasiment une fois par semaine. Qu'est-ce qu'on fait avec lui quand il va avoir son refus de la CNDA? Je ne le sais pas. Il a 21 ans. Voilà. Donc j'arrête sur ça. Ou est-ce que je... Non, j'arrête sur ça, je pense. Je dis un autre truc, parce que j'ai envie de dire un autre truc. En fait, je vais vous dire un truc. Quand il y a des personnes qui sont tellement plus là, parce qu'ils sont tellement anéantis, ça arrive souvent, ils sont là, ils ne savent plus quoi dire. C'est pour ça que je vous dis, lisez Furtos. Il a bien expliqué ce syndrome de auto-exclusion. Cette personne, le moi est congelé. Il n'a plus rien à dire. Il n'est plus là. Alors, vu qu'il n'a rien à dire quand il vient voir la psychologue, écoutez, qu'est-ce que je peux faire? J'ai eu l'idée, j'ai fait la demande à l'hôpital, et puis je l'ai fait depuis 2 mois. J'ai fait des ateliers où toute personne pour qui ça peut être bien est invitée. C'est un atelier de thérapie, de danse. Ce n'est pas des cours de danse, c'est la danse et c'est bien plus. C'est expression corporelle, il y a de la musique, mais chacun peut amener sa musique, chacun peut amener des gestes, des mouvements. C'est les mouvements intérieurs qui sont morts, ils se réveillent. Les femmes qui ont été violentées peuvent se reconstruire, se reconnecter avec leur corps. Ça fait 2 mois que ça fonctionne. Je suis très émue parce que je vois ce que les personnes, donc c'est tout confondu, j'associe les interprètes aussi. Bien sûr, on a les restrictions, mais j'ai des Afghans avec interprètes en dari, les jeunes Guinéens, les femmes congolaises, camerounaises, pakistanais, tout confondu sur mes 2 services, des personnes. C'est des petits groupes, mais je peux vous dire c'est en complément la possibilité de pouvoir s'exprimer et de se retrouver autrement. Voilà, donc j'arrête sur ça parce qu'il y a des choses à faire. Oui, du coup, que vous dire en conclusion? Je ne sais pas si on a envie de conclure, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Encore une fois, je pense qu'il y a des choses totalement inadmissibles. Tout à l'heure, je parlais de Calais, avec par exemple l'Angleterre, qui a 80 millions pour dire la frontière, c'est pas à la Manche, c'est là, ça vous gérez. On accepte même de la sous-traitance des Anglais sur ces sujets d'asile. Donc vraiment, là, je pense qu'il y a un vrai combat à mener avant tout d'information culturelle. Il y a des actions concrètes de terrain, c'est clair, il ne faut pas faire l'un sans l'autre, je ne pense pas. Je pense qu'il y a vraiment urgence, encore une fois, il y a des gens qui ont froid, ou chaud. Il y a des gens qui ont faim. On est vraiment sur des 3 fondamentaux qui sont complètement bafoués et tout près d'ici. Donc je pense qu'il faut se mobiliser, mais il faut aussi se mobiliser sur la question culturelle et politique, d'aller chercher les vraies informations sur un certain nombre de sujets et de faire un petit travail de terrain, de fourmi, chacun à son niveau, auprès de ses proches, auprès de ses collègues, auprès des voisins et des voisines, et d'aller leur expliquer que les choses ne sont pas forcément celles qu'ils pensent, que sur la question de la demande d'asile, ils sont intoxiqués quotidiennement par des masses médias. La seule réponse, la seule chose qui puisse contrebalancer ça, c'est une vraie mobilisation populaire, massive, de dire non, ça c'est des conneries. Et donc du coup, pour faire ça correctement, il faut aller chercher du contenu. Il y a des associations qui produisent du contenu sur la demande d'asile et sur la question de l'immigration d'une manière générale, du contenu très précieux. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment s'en emparer. Ok, on a des échéances qui approchent, notamment électorales, qui sont vraiment effrayantes. Ok, ça pue le racisme, ça pue la xénophobie. Et je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut quand même trouver l'énergie de faire des actions concrètes de solidarité et en plus de se mobiliser pour informer. Parce que rien que d'informer sur ce sujet, c'est un engagement politique fort. Et je pense qu'il est encore temps de le faire. De toute façon, quoi qu'il se passe dans les mois qui viennent, il ne faut pas qu'on lâche. Et au contraire, il faut qu'on embarque un maximum de monde avec nous. Parce que clairement, il y a quelque chose qu'on n'a pas su faire jusqu'à maintenant et qui serait vraiment grand temps qu'on se mette à faire.
Merci Thomas. Julien? Du coup, deux choses. La première, c'est qu'il y a quelque chose. On est face à une machine. Ça, c'est un postulat, absolu. On a une machine, on a l'État en face de nous, ils font les lois, ils défont celles dont on a réussi à obtenir des droits. Voilà, ça c'est le postulat. Tu parlais de Kaboul, de l'Afghanistan. Voilà, ça montre bien les choses. Pourquoi Kaboul et l'Afghanistan? L'Afghanistan n'est pas encore considéré comme un pays sûr, mais en revanche, la Cour nationale du droit d'asile, sur commande politique, a décidé de changer sa jurisprudence. La jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile, c'était que, à partir du moment où on arrivait à justifier qu'on était afghan, à partir du moment où on devait, pour retourner dans son pays, passer par Kaboul, par la capitale, et donc la capitale était considérée comme étant une zone dans laquelle sévissait une violence aveugle d'intensité exceptionnelle. Violence aveugle d'intensité exceptionnelle, ça vous donne la protection subsidiaire. Donc tous les Afghans obtenaient, à partir du moment où ils justifiaient qu'ils étaient Afghans, la protection. Donc ça, pour les autorités françaises, c'était absolument insupportable. Parce que du coup, il fallait protéger tous les Afghans. Et puis là, pour le coup, les Afghans dégoûtés d'Allemagne ou de Suède, ils venaient tenter leur chance en France, c'est normal. Ils étaient placés en procédure Dublin, il fallait tenir pendant 1 an et demi, 2 ans. Une fois qu'ils étaient là et qu'ils posaient leur demande d'asile, c'était la protection. Puisque la France se faisait remarquer pour une fois avec une jurisprudence plutôt correcte et adaptée à la situation. Sauf que le politique est venu leur dire, mais c'est pas possible, les demandes à répétition qu'on se récupère, c'est pas possible. Donc, Cour nationale du droit d'asile au garde à vous, devant le législateur, convoque sa plus grande formation voilà, pour faire un revirement de jurisprudence et prendre une décision qui conclut que Kaboul est sous le coup d'une violence aveugle, mais d'intensité modérée. Voilà. Donc, du coup, attendez, la plupart des Afghans des régions dans lesquelles il y a des vrais problèmes viennent se réfugier à Kaboul. Donc, c'est que c'est pas si mal à Kaboul, quoi. Quand vous lisez la décision de la CNDA, on a l'impression qu'ils ont regardé les 3 saisons de Kabul Kitchen avant, quoi. C'est quand même assez fou. Pour ceux qui ne connaissent pas Kabul Kitchen, vous allez voir la série. Mais c'est quand même assez fou. Et voilà, les commandes politiques. Donc le mastodonte qu'on a en face de nous, on l'a, c'est clair. Il n'empêche que, au-delà des actions collectives qu'on mène, d'un point de vue tout à fait plus individuel, on a des bonnes décisions. Enfin, ça, je pense que dans toutes les associations, et notamment qui accompagnent, voilà, on arrive à gargariser, à être ravis. Voilà, je pense que c'est la pièce. Quand on a une bonne décision, putain, moi ça me tient. Maintenant, là j'ai eu une bonne décision il n'y a pas longtemps, je pensais que ça me ferait une semaine. Ça va falloir que ça m'en fasse 15, ça va faire 15 jours, pardon. Un Kurde, on a réussi à obtenir la protection à la CNDA, il a galéré pendant 2 ans et demi à faire venir sa femme et ses 4 gamins. Et lundi dernier, il m'envoie la photo de son épouse avec les 4 gamins, avec le V de la victoire comme ça dans une main, et dans l'autre le passeport. Alors, pour qu'un Kurde qui présente son passeport turc en faisant le V de la victoire, c'est que dans le passeport turc, en fait, il y avait un visa, quoi. Donc vous allez pouvoir venir. J'avoue que cette photo, moi, si j'avais pu l'approcher, je vous l'aurais montré. Franchement, ça vous aurait fait votre semaine. Mais voilà, mais après, encore une fois, on a un énorme rouleau compresseur en face de nous, mais en même temps, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas autant de collectifs non plus qui existaient, qui se préoccupaient de la situation des migrants. L'évacuation de la jungle de Calais, la mise en place de plein de centres d'hébergement dans plein d'endroits très éloignés, un peu reculés, c'est problématique sur l'accès aux soins, sur toutes ces choses-là. Mais ça crée des choses un peu étonnantes aussi de solidarité directe, locale, mon gamin à l'école, il parle d'Harry, c'est fou, voilà, donc du coup, les parents sont sympas. Donc du coup, on met en place des liens de solidarité un peu locaux, affectifs. Voilà, et c'est un premier pas, me semble-t-il. Il y avait une émission sur France Culture il y a une quinzaine de jours, là, où on entendait Utopia 56, qui est présente à Toulouse maintenant aussi, qui fait un super travail notamment sur les squats, les bidonvilles et tout. Et c'était une personne qui racontait que, en fait, on vient de manière un peu humanitaire, en fait.
pour apporter un soutien à Porte de la Chapelle, ou alors à Grand-Sainte, ou alors à Toulouse et tout, plus dans un truc un peu humanitaire. Et en fait, notre action purement humanitaire devient politique par ce qu'on nous renvoie, parce qu'on renvoie les autorités en fait. Parce que Utopia 56, il racontait c'est plus de 30 000 balles d'amende dans le Calaisis pour des amendes Covid. Parce qu'il y a les distributions d'aide alimentaire après 18h. La police passait, c'est 30 000 balles. Donc la question de la répression, c'est pas pour terminer sur un truc négatif, mais la question de la répression des aidants, voilà, ça c'est une réalité aussi, c'est quelque chose qui revient de plus en plus. S'il y a une répression des aidants, c'est qu'à un moment vous posez le problème. Vous posez le problème, vous devriez être relativement fier de poser le problème. Et cette répression, elle peut faire peur ou pas. Tout sincèrement, vous ne devriez pas en avoir peur parce qu'objectivement, ils ont des gros moyens, mais quand ils les mettent en œuvre, on l'a vu avec Cédric Héroux, ça finit en carnage judiciaire, avec les sages qui nous parlent du principe de fraternité. Voilà. Merci au Conseil constitutionnel de nous avoir appris que le principe de fraternité existait. C'est sympa. Mais il n'empêche que voilà, en fait, quand on s'attaque aux aidants, ça veut dire que les aidants sont gênants, et donc si les aidants sont gênants, c'est que vous êtes particulièrement utile à la défense des personnes en demande d'asile et les autres. Merci Julien, merci à vous trois. Vraiment un grand merci à vous trois. Parfois effectivement prévenu un peu au dernier moment, mais c'était parfait, c'est bien. C'était vraiment parfait. Merci à vous trois d'être arrivés avec aussi vos fatigues de la semaine, de la journée, et de nous avoir peut-être tantôt peut-être révoltés, tantôt mobilisés, peut-être indignés, attristés, amusés aussi, parce qu'il faut aussi parfois avec de la dérision. Mais en tout cas, tout ça, effectivement, pour reprendre pour Mamadou et pour Elena, effectivement, et c'est vraiment bien pour eux. Merci à vous tous d'avoir été là ce soir. Merci aussi à ceux qui vont nous écouter en différé jusqu'au bout, puisque la table ronde est retransmise sur Facebook et Twitter. Je ne sais pas si on a la date en même temps. De toute façon, peu importe s'ils la regardent, c'est qu'ils l'ont déjà, quoi. Donc on s'en fiche. Merci beaucoup aussi au Musée des Abattoirs qui est quand même vraiment un partenaire très fort maintenant pour le collectif d'Anjouan depuis maintenant 3 ans. Merci tout particulièrement à Laurence, je sais pas, je l'ai vu tout à l'heure. D'accord, je l'ai aperçu. Enfin, merci beaucoup à Laurence pour son accueil assez inconditionnel aux abattoirs qui nous accompagne sur toutes nos initiatives. Et merci à Boujama pour la technique qui nous aide sur toute situation. Je ne sais pas s'il est dans sa cabine, mais merci Boujama. Donc voilà, pour cette soirée, vous pouvez continuer de manière informelle peut-être les échanges à la sortie de la salle. Et puis surtout, n'oubliez pas donc, notre incontournable déambulation. Donc c'est dimanche 20 juin. Ce dimanche, départ à 16h de la place Saint-Pierre pour arriver au quai de l'exil espagnol autour de 18h. Donc bien sûr, c'est assez symbolique d'arriver à cet endroit-là. Autour de 18h, donc venez nombreux en famille, entre amis. C'est une déambulation festive et musicale avec fanfare et batucada. Voilà, donc c'est une autre facette du travail aussi des associations et du collectif par rapport à ce soir. Et l'important c'est d'avoir les deux en fait, sans doute. Merci à vous et bonne soirée. Merci Esteban d'avoir filmé.